Zoé et Valérie. Ivan Bounine. En hiver, Levitsky avait passé tous ses moments libres dans l'appartement des Danilevsky, à Moscou, et l'été qui suivit, il prit l'habitude de venir les voir dans leur maison de campagne, parmi les pins sur la route de Kazan. Il avait 24 ans et venait de passer en 5e année de l'université, mais chez les Danilevsky, seul le docteur l'appelait cher collègue. Tous les autres lui disaient Georges ou mon petit Georges. Comme il n'avait personne et s'amourachait facilement, il s'attachait constamment à une famille de sa connaissance, dont il devenait vite l'habitué, l'invité de chaque jour, restant même du matin au soir lorsque ses cours le lui permettaient. C'est ce qui s'était passé chez les Danilevsky. Là, non seulement la maîtresse de maison, mais aussi les enfants, la grosse Zoé et le petit Grégoire aux grandes oreilles, le considéraient comme un parent très éloigné et sans foyer. Il était tout simple d'allure et très gentil, serviable et taciturne, quoique répondant toujours avec un grand empressement dès qu'on s'adressait à lui. Les patients de Danilevsky étaient reçus par une dame âgée qui leur ouvrait la porte en tenue d'infirmière. Ils entraient ensuite dans un grand vestibule au sol couvert de tapis et au lourd mobilier ancien. La dame chaussait ses lunettes et un crayon à la main examinait gravement son carnet de rendez-vous, indiquant aux uns le jour et l'heure de leur prochaine consultation, conduisant les autres par une grande porte dans une salle d'attente. Là, ils attendaient longuement jusqu'à ce qu'on les appelât dans le cabinet voisin, où un jeune assistant, vêtu d'une blouse blanche comme neige, leur posait des questions et les examinait. Ce n'est qu'ensuite qu'ils arrivaient chez Danilevsky, dans son grand cabinet, avec un lit très haut dressé contre le mur du fond, sur lequel il obligeait certains de ses patients à grimper et à s'allonger, dans des positions que la peur rendait encore plus pitoyables et plus incommodes. Tout ici les troublait. Non seulement il y avait l'assistant et la dame du vestibule, le balancier de la vieille pendule qui allait et venait avec une sépulcrale lenteur en faisant miroiter son disque de cuivre, mais il y avait aussi l'ordre imposant de ce vaste et riche appartement, le silence expectatif de la salle d'attente où personne ne se permettait le moindre soupir. Tous pensaient que c'était là une demeure très particulière, éternellement vide, et que Danilevsky, ce grand et gros homme aux manières rudes, ne devait pas sourire plus d'une fois l'an. Mais on se trompait. La partie habitée de la maison, où l'on accédait à droite de l'entrée par une porte à double battant, était presque toujours pleine de l'animation qui mettait les gens qu'on invitait. Dans la salle à manger, le samovar ne quittait pas la table. La femme de chambre passait en courant ajouter tantôt des tasses ou des verres, tantôt des coupelles de confiture, des craquelins ou des petits pains. Danilevsky y venait souvent, même aux heures de consultation, traversant le vestibule sur la pointe des pieds pendant que ses clients patientaient, le croyant terriblement occupé par la grave maladie d'un patient, alors qu'il était là à boire du thé et à dire d'eux à ses invités « Qu'ils aillent se faire voir, ils attendront bien 3 minutes !» Un jour qu'il était ainsi installé, considérant d'un œil ironique Levitsky, sa maigreur sèche, son corps légèrement voûté, ses jambes un peu torses et son ventre creusé, ses yeux d'épervier dans son visage tendu de peau fine toute tachée de sang et des cheveux vigoureusement bouclés, il lui dit « Allons, cher collègue, reconnaissez que vous avez du sang oriental, youpin par exemple, ou bien caucasien. » Levitsky répondit avec son habituel empressement. « Absolument pas, Nicolas Grigorovitch. Pas une goutte de sang youpin. Polonais, oui. Ukrainien, peut-être. Comme vous. Après tout, les Levitsky sont aussi ukrainiens. J'ai entendu mon grand-père dire que nous avions du sang turc. Mais seul Allah sait si c'est vrai. » Danilevsky, satisfait, éclata de rire. « Et voilà, j'avais bien deviné. Il ne vous reste plus, mesdames et mesdemoiselles, qu'à être prudentes. On est turc, et pas du tout aussi timide que vous vous l'imaginez. Et comme chacun sait, on tombe amoureux à la turque. De qui est-ce le tour à présent, mon cher collègue? Qui est en ce moment la dame de votre vaste cœur? C'est Maria Tadievna, répondit Levitsky avec un sourire candide, le visage aussitôt embrasé d'une délicate rougeur. Souvent, il rougissait et souriait ainsi. Un trouble charmant, qui fit même pour un instant comme disparaître ses yeux cassis, s'empara de Daria Tadievna, une jolie femme au léger duvet bleuté sur la lèvre supérieure et le bord des joues, étendue dans un fauteuil et portant un bonnet de soie noire depuis qu'elle avait eu le typhus. « Eh bien quoi? Ce n'est un secret pour personne et cela se comprend parfaitement, dit-elle. Moi aussi j'ai du sang oriental. » Grégoire eut une exclamation lascive. « Fiancé!
Fiancé !» Zoé s'enfuit dans la pièce voisine et dans son élan tomba sur le dos contre le rebord du divan en roulant des yeux dans tous les sens. En effet, pendant l'hiver, Levitsky avait été secrètement amoureux de Daria Tadievna et, avant cela, avait eu aussi des sentiments pour Zoé. Elle n'avait que 14 ans, mais son corps avait déjà des formes, derrière surtout. Bien que fussent encore tendus et ronds comme ceux d'une enfant, ses genoux bleutés qu'on voyait dépasser sous sa courte jupe écossaise. 1 an auparavant, on lui avait fait quitter le collège, et même à la maison, on ne lui enseignait rien. Danilevski lui avait découvert les premiers symptômes d'une maladie de cerveau. Elle vivait donc dans une inactivité insouciante, sans jamais s'ennuyer. Elle était avec tous si tendre qu'elle allait même jusqu'à faire des câlineries. Elle avait le front haut, des yeux bleus et luisants au regard à la fois naïf et rieur. Constamment étonnée, des lèvres toujours humides et bien qu'elle fût forte, les mouvements de son corps étaient d'une gracieuse coquetterie. Un bandeau rouge accroché dans des cheveux aux éclats noisettes la rendait particulièrement attrayante. Avec des airs de gamine candide, elle venait tranquillement s'asseoir sur les genoux de Levitsky et se doutait bien de ce qu'il devait secrètement éprouver à la tenir ainsi sur lui, grosse, molle et lourde, ou quand il détournait les yeux de ses genoux nus sous sa jupe à carreaux. Parfois, n'y tenant plus, il l'embrassait sur la joue, comme pour plaisanter, et elle fermait les yeux avec un sourire languissant et moqueur. Un jour, dans le plus grand secret, elle lui avait confié à voix basse ce qu'elle était la seule au monde à savoir sur sa maman. Maman était amoureuse du jeune docteur Titov. Maman avait 40 ans, mais c'est qu'elle était svelte comme une demoiselle, et paraissait tellement jeune pour son âge, et tous les deux, maman et le docteur, ils étaient si beaux et si grands. Puis Levitsky se mit à la délaisser. Daria Tadievna était apparue à la maison. Zoé semblait être devenue encore plus gaie, plus insouciante, mais ne les quittait pas des yeux, elle et Levitsky. Souvent, en criant, elle se précipitait pour l'embrasser, mais la haïssait à un tel point que lorsque celle-ci attrapa le typhus tous les jours, elle guetta de l'hôpital la joyeuse annonce de sa mort. Ensuite, elle attendit qu'elle s'en aille et qu'arrive l'été, quand Levitsky, libéré de ses cours, viendrait les voir dans leur maison sur la route de Kazan, où, depuis 3 ans déjà, les Danilevski habitaient durant la belle saison. Secrètement, elle lui faisait la cour. Enfin ce fut l'été, et chaque semaine, il venait pour 2 ou 3 jours. Mais là, peu après, une nièce de papa arriva de Kharkov, Valérie Ostrogradskaya, que ni Zoé ni Grégoire n'avaient jamais vue. De bon matin, on envoya Levitsky à Moscou, pour qu'il aille l'accueillir à la gare de Koursk, et il revint du train, non plus en bicyclette, mais installé à côté d'elle dans la voiture du cocher de la petite station, fatigué, les yeux cernés, joyeusement ému. Manifestement, il en était tombé amoureux, dès la sortie du train, et elle se montrait déjà pleine d'autorité pendant qu'il descendait ses bagages de la voiture. Du reste, à peine accourue sur le perron à la rencontre de maman, elle l'oublia et ne le remarqua plus de tout le jour. À Zoé, elle sembla insaisissable. Pendant qu'elle rangeait ses affaires dans sa chambre, puis en déjeunant sur la terrasse, il lui arrivait tour à tour de parler sans s'arrêter, ou brusquement de se taire, l'esprit ailleurs. Mais c'était une véritable beauté ukrainienne, et Zoé la poursuivait d'un zèle inlassable. « Vous avez apporté vos bottines en maroquin et votre robe à carreaux? Vous les mettrez? Vous permettrez que je vous appelle ma petite Valérie ?» Mais même sans costume ukrainien, elle était très belle, robuste, harmonieuse, avec d'opulents cheveux sombres, des sourcils veloutés presque soudés ensemble, des yeux menaçants, couleur de sang noir, un incarnat chaud et foncé dans le hâle du visage, des dents étincelantes, des lèvres pleines, couleur de cerise, et au-dessus, juste un léger duvet, non pas une ombre comme chez Daria Tadievna, mais les mêmes jolis poils noirs qu'elle avait entre les sourcils. Ses mains étaient petites, elles aussi vigoureuses, d'un doré uniforme, comme légèrement boucané, et ses épaules, où l'on voyait transparaître sous la blouse blanche et légère les bretelles de soie rose qui soutenaient son corsage. Sa jupe était plutôt courte, toute simple, mais elle lui allait à merveille. Zoé était si enthousiasmée qu'elle n'était même pas jalouse de Levitsky, qui, lui, cessa de rentrer à Moscou, ne s'éloignant plus de Valérie, heureux de ce qu'elle l'avait admis auprès d'elle, l'appelait Georges comme tout le monde, et lui donnait parfois des ordres. Vinrent des journées chaudes de plein été,
De plus en plus, des amis arrivaient de Moscou et Zoé remarqua que Levitsky était tombé en disgrâce et se trouvait sans cesse auprès de maman, l'aidant à nettoyer les framboises, tandis que Valérie était tombée amoureuse du docteur Titov, secrètement aimé de maman. D'ailleurs, Valérie n'était plus la même. Quand il n'y avait pas d'invités, elle ne changeait plus de jolies blouses comme elle avait l'habitude de le faire, et parfois restait du matin jusqu'au soir avec le peignoir de maman, l'air dégoûté. C'était terriblement intéressant. Levitsky et elle s'étaient-ils oui ou non embrassés avant qu'elle ne tombe amoureuse de Titov? Grégoire jurait qu'il l'avait vue un jour, qui revenait de la baignade avec Levitsky par l'allée de pin, portant sa serviette nouée en turban, et que Levitsky, la démarche embarrassée, lui portait son drap de bain mouillé, et parlait sans cesse, et qu'elle s'était arrêtée, qu'il l'avait soudain saisie par l'épaule et embrassée sur les lèvres. Je m'étais collé derrière un sapin, et il ne me voyait pas, disait Grégoire avec flamme, les yeux écarquillés. Mais moi, je voyais tout. Elle était drôlement belle, mais alors toute rouge. Il faisait encore sacrément chaud, et elle s'était baignée, bien sûr, en restant comme d'habitude 2 heures dans l'eau à nager, nue comme une naïade. Ça aussi j'ai pu le voir. Et lui qui parlait sans arrêt, comme un Turc, vraiment. Grégoire jurait, mais il aimait inventer toutes sortes de bêtises, et Zoé le croyait, tout en ne le croyant pas. Le samedi et le dimanche, les trains qui arrivaient de Moscou à la petite gare étaient bondés dès le matin, remplis des amis que les estivants recevaient ces jours de fête. Il tombait parfois, à travers les rayons du soleil, cette pluie délicieuse qui lavait les wagons verts. Ils brillaient alors comme s'ils avaient été neufs. Les volutes de fumée blanche qui s'échappaient de la locomotive semblaient particulièrement moelleuses, et les sommets verts des pins, serrés en rangées régulières derrière le train, s'arrondissaient étonnamment haut dans le ciel clair. Derrière la gare, sur le sable brûlant et creusé d'ornières, les arrivants se disputaient les voitures et, tout heureux de se retrouver à la campagne, filaient par les allées sablonneuses ouvertes dans le bois, sous la bande de ciel découpée au-dessus d'elles. Partout, dans la forêt qui alentour recouvrait à perte de vue cette contrée sèche et légèrement vallonnée, c'était la joie de se retrouver en villégiature. Les habitués, en emmenant se promener leurs amis de la ville, disaient qu'il n'y manquait plus que des ours. Ils déclamaient « Dans la forêt sombre monte l'odeur de la résine et de la fraise des bois ». Se hélaient, savouraient les plaisirs de l'été, leur oisiveté et le laisser-aller de leur tenue. Chemise aux pans ornés de broderies, portée par-dessus le pantalon, ceinture de couleur au long cordon tressé, casquette de toile. On ne reconnaissait pas tout de suite tel ami de la ville, professeur ou rédacteur de revue, portant barbe et lunettes, avec une pareille chemise ou casquette. Au cœur de toute cette joie estivale, Levitsky était 2 fois plus malheureux, et, du matin jusqu'au soir, se sentait pitoyable, trahi, encombrant. Nuit et jour, il pensait à la même chose. Pourquoi? Mais pourquoi donc s'était-elle si rapidement, si cruellement laissée approcher? Pourquoi en avait-elle fait à la fois son ami et son esclave, puis un amoureux devant se contenter du bonheur, bien rare et toujours imprévu, de simples baisers? Pourquoi lui disait-elle tantôt vous, tantôt tu? Et comment avait-elle pu être assez cruelle pour en venir si simplement, si facilement, dès le premier jour où elle avait connu Titov, à tout d'un coup ne même plus le remarquer? Il mourait de honte d'être là, planté avec tant de sans-gêne dans cette maison. Dès demain, il faudrait disparaître, s'enfuir en secret à Moscou, se cacher de tous, dissimuler la peine infamante de cet amour de vacances trompé. Tout le monde la voit, même les domestiques. Mais à cette idée, le souvenir de ses lèvres cerises le transperçait si fort qu'il restait bras et jambes coupés. Était-il assis, seul sur la terrasse, et y venait-elle par hasard qu'elle lui disait en passant, avec une outrancière simplicité, des mots particulièrement insignifiants. « Mais où est donc ma tante? Vous ne l'auriez pas vue ?» Et il se hâtait de lui répondre sur le même ton, prêt à éclater en sanglots tant il avait mal. Une fois, en passant, elle vit Zoé assise sur ses genoux. Que pouvait-elle bien en avoir à faire? Ses yeux étincelèrent et elle cria « Que je t'y reprenne, sale gamine, à grimper sur les genoux des hommes !» Il en fut transporté, mais c'était de la jalousie. Elle était jalouse. Et Zoé ne manquait pas d'une occasion de lui sauter au cou à chaque instant, en passant dans quelques pièces vides et de lui chuchoter, des yeux brillants, en lui léchant les lèvres. « Mon chéri, mon chéri, mon chéri !» Un jour, elle lui attrapa la bouche si adroitement de ses lèvres mouillées que de toute la journée, il ne put y penser sans une convulsion de volupté et de terreur. Mais qu'est-ce qui me prend? Comment est-ce que je vais pouvoir regarder en face Nicolas Grigorievitch et Claudia Alexandrovna maintenant?
La maison, semblable à un manoir, était entourée de vastes dépendances. À droite de l'entrée, il y avait une vieille écurie vide, surmontée d'une grange. Puis venait une longue aile réservée aux domestiques et rattachée à la cuisine que dominaient les bouleaux et les tilleuls. À gauche, sur une terre dure et bosselée, de vieux pins poussaient au large, avec au milieu, sur les pelouses, des pas de géants et une balançoire. Plus loin déjà, devant le mur que faisait le bois, s'étendait la surface égale d'un terrain de croquet. La maison, elle aussi spacieuse, se trouvait juste en face du portail, et derrière elle, un grand espace était occupé par un mélange de jardin et de forêt, où une allée de vieux sapins, sombre et majestueuse, partait d'une terrasse et conduisait à travers cette confusion jusqu'à la cabine de bain d'un étang. Les maîtres, seuls ou avec leurs hôtes, étaient toujours installés sur le devant, dans la véranda qui s'avançait dans la maison, protégée du soleil. Ce dimanche-là, par une chaude matinée, seule la maîtresse de maison et Levitsky étaient assis. Comme toujours, lorsqu'on recevait, le matin avait tout particulièrement un air de fête, et les invités vinrent nombreux. À tout moment, des femmes de chambre en tablier neuf étincelant traversaient rapidement la cour de la cuisine à la maison, puis de la maison à la cuisine, où fébrilement se préparait le déjeuner. On arriva à 5. Un écrivain intrabilaire, au visage foncé, à la mine exagérément grave et sévère, mais amateur passionné de toute forme de jeu, un professeur Courtauld, à l'allure socratique, venant d'épouser à 50 ans une de ses élèves qui en avait 20, une blonde menue dont il arriva accompagné. Une très élégante petite dame, surnommée la guêpe à cause de sa petite taille et de sa maigreur, et parce qu'elle était méchante et susceptible. Enfin Titov, que Danilevski appelait l'insolent gentleman. Tous les autres, Valérie et Danilevski, étaient installés à l'orée du bois, sous l'ombre chatoyante des pins. Danilevski fumait un cigare dans son fauteuil. Les enfants bondissaient sur les pas de géant, avec l'écrivain et la femme du professeur, pendant que Titov, Valérie et la guêpe couraient dans tous les sens et faisaient claquer leurs maillets contre les boules de croquet, s'interpellant avec force discussion et chamaillerie. Pendant ce temps-là, Levitsky et Claudia Alexandrovna les écoutaient. Il voulut les rejoindre, mais aussitôt Valérie le chassa. « Ma tante est toute seule, à laver les cerises. Fais-moi donc le plaisir d'aller l'aider. » Il eut un sourire gêné, resta là un moment à la regarder se pencher sur sa boule. Le maillet dans les mains, sa jupe de tussor tombant sur ses mollets pleins, pris dans des bas en soie fine couleur paille, à voir le gonflement lourd de ses seins tendre sa blouse transparente, qui laissait deviner la chair dorée de ses épaules rondes, comme colorée du même rose que les bretelles de son corsage, et il s'en fut sur le balcon. Il était particulièrement pitoyable ce matin-là, et la maîtresse de maison, égale et tranquille comme à son habitude, lumineuse par la jeunesse de son visage et le regard de ses yeux limpides, écoutait elle aussi les voix sous les pins, une secrète douleur dans l'âme, et le regardait du coin de l'œil. « On aura beau se laver les mains maintenant, » dit-elle en enfonçant de ses doigts ensanglantés une petite fourchette dorée dans les cerises. « Et vous, Georges, vous avez l'art de particulièrement vous tâcher. Et puis, mon petit, pourquoi donc gardez-vous votre veste? Il fait chaud. Voyons, vous pourriez tranquillement rester en chemise avec une ceinture. Et voilà 10 jours que vous ne vous rasez plus. » Il savait qu'une barbe roussâtre envahissait ses joues creuses, qu'il avait on ne peut plus traîner son unique veste blanche, que ses pantalons d'étudiant luisaient et que ses chaussures étaient sales. Il savait aussi combien il était voûté quand il se tenait assis, avec sa poitrine étroite et son ventre qui rentrait, et il répondit en rougissant. « Je sais, c'est vrai, Claudia Alexandrovna, je ne suis pas rasé, comme un forçat en cavale. D'ailleurs, je me laisse complètement aller, et je profite effrontément de votre gentillesse. Pardonnez-moi, de grâce. Je vais aujourd'hui même mettre de l'ordre dans ma toilette. D'autant plus qu'il est grand temps que je rentre à Moscou. Je me suis tellement incrusté ici que je dois vous sortir des yeux à tous. Je suis fermement décidé à partir dès demain. Un ami m'invite à Mogilev. C'est une ville étonnamment pittoresque d'après ce qu'il me dit dans sa lettre. » Et il se pencha encore plus bas sur la table quand il entendit, venant du terrain de croquet, le cri impératif de Titov à Valérie. « Non, non, mademoiselle, vous trichez. Si vous n'êtes pas capable de poser le pied sur la boule et que c'est sur lui que vous envoyez votre maillet, c'est votre faute. Mais on ne joue qu'une fois. » À table, au cours du déjeuner, il avait l'impression que tous avaient pris possession de lui, qu'il mangeait, parlait, faisait de l'esprit et ricanait à l'intérieur de lui. Ensuite, tout le monde alla se reposer à l'ombre de l'allée des pins, sur l'épaisse couche d'aiguilles glissantes où les femmes de chambre avaient apporté des tapis et des coussins.
Il traversa la cour brûlante jusqu'à l'écurie déserte, et par une échelle courant le long du mur, monta dans le grenier faiblement éclairé, rempli de vieux foin, et s'y laissa tomber. Couché sur le ventre, il s'efforçait de prendre une décision et se mit à regarder fixement une mouche, juste sous ses yeux, croiser rapidement l'une sur l'autre ses pattes avant, comme si elle faisait sa toilette. Puis, avec un effort, se mettre à étirer monstrueusement celle de l'arrière. Tout à coup, ouvrant puis refermant violemment la porte, quelqu'un fit irruption dans le grenier. Il se retourna et aperçut Zoé dans la lumière de la lucarne. Elle se précipita vers lui, sombra dans le foin et tout essoufflée lui chuchota elle aussi couchée sur le ventre et le regardant dans les yeux avec un air effrayé. « Georges, mon petit chéri, il faut que je vous dise quelque chose de sensationnel. Ça va terriblement vous intéresser. »« Quoi, ma petite Zoé ?» demanda-t-il en se redressant. « Vous verrez. Mais pour ça, il faut d'abord que vous m'embrassiez. Absolument. » Et elle battit des jambes dans le foin, dévoilant ses fortes cuisses. « Zoé, commença-t-il, impuissant à retenir dans son âme tourmentée un douloureux attendrissement. « Ma petite Zoé, vous êtes la seule qui m'aimiez, et moi aussi. Je vous aime beaucoup. Mais il ne faut pas. Non, non. » Elle battit des jambes encore plus fort. « Si, si, il faut absolument. » Et elle laissa tomber sa tête contre sa poitrine. Sous le bandeau rouge, il vit le jeune éclat de ses cheveux noisettes, respira leur odeur et y enfouit son visage. Soudain, d'un petit cri discret et perçant, elle fit « Aïe !» et saisit sa jupe par derrière. Il sursauta. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle plongea la tête dans le foin et se mit à sangloter. « Ça m'a piqué là, c'est atroce. Regardez, regardez vite !» Elle remonta sa jupe sur son dos et fit glisser ses pantalons sur son corps potelé. « Qu'est-ce que j'ai ? Ça saigne ? Mais Zoé, il n'y a rien, rien du tout. »« Comment rien ?» cria-t-elle, en sanglotant de plus belle. « Soufflez, mais soufflez donc, ça fait terriblement mal. » Et lui, tout en soufflant, embrassa avidement à plusieurs reprises la fraîcheur douce, la large rondeur de son derrière. Elle sursauta, délirant d'extase, le regard brillant de larmes. « Je vous ai eu, non, non, non. Maintenant, je peux vous le confier, ce terrible secret. Titoff l'a envoyé promener, complètement. On a tout entendu du salon avec Grégoire. Il marchait dans la véranda et nous on s'est assis par terre derrière le fauteuil. Et il lui a dit d'une manière drôlement blessante. « Mademoiselle, je ne suis pas de ceux qui se laissent mener par le bout du nez, d'autant plus que je ne vous aime pas. Je vous aimerais si vous le méritiez, mais pour l'instant, aucune déclaration. » Pas mal, non ? C'est bien fait pour elle. D'un bond, elle se redressa, s'élança vers la porte et dégringola de l'échelle. Il la suivit des yeux. « Je suis un vaurien qui ne vaut pas la corde pour le pendre, » dit-il à voix haute, sentant encore sa chair sur ses lèvres. Le soir, dans le domaine, tout était calme, et, dans l'apaisement revenu, on se sentait en famille. À 6 heures, les invités étaient repartis. Crépuscule tiède, parfum de tisane montant des tilleuls derrière la cuisine. Douce odeur de fumée et de repas qu'on y prépare pour le dîner. Bonheur paisible de toutes choses, de ce crépuscule et de ses odeurs, et toujours encore comme une promesse confuse, le tourment de son existence, de sa présence à ses côtés, ce tourment d'amour qui lui déchire le cœur. Où est-elle ? Il descend de la véranda, écoutant le cri et le grincement régulier de la balançoire sous les pins, et s'en approche. Oui, c'est bien elle. Il s'arrête et la regarde s'élancer de bas en haut à toute volée, tendant la corde de plus en plus fort pour s'élever jusqu'à la dernière limite, en faisant mine de ne pas le remarquer. Les anneaux grincent et elle s'envole à une hauteur terrifiante, disparaît dans les branches et, comme fauchée par une balle, retombe en une chute vertigineuse, en se tassant sur le siège, la jupe à tous les vents. L'attraper, là, l'attraper, l'étouffer, la violer. « Valérie Andreïevna, soyez prudente !» Et elle s'élança de plus belle, comme si elle n'entendait pas. Pendant le dîner, installé sur la véranda violemment éclairée par une lampe brûlante, on se moqua des invités et l'on discuta à deux. Elle aussi riait, d'un rire faux et méchant, dévorait son fromage blanc à la crème, une fois de plus sans le moindre regard vers lui. Il n'y avait que Zoé qui ne disait rien et ne cessait de loucher dans sa direction, avec dans ses yeux brillants le secret qu'elle partageait avec lui seul. On se quitta et on se coucha de bonne heure. Dans la maison, toutes les lumières s'éteignirent. Tout devint sombre comme mort. Immédiatement après le repas, il avait discrètement filé dans sa chambre, qui donnait sur la véranda, et avait commencé à fourrer son linge dans son sac à dos en se disant «
Je vais sortir le vélo sans me faire remarquer et pédaler jusqu'à la gare. Je passerai la nuit là-bas, quelque part sur le sable dans la forêt, en attendant le premier train. Quoique non, ce ne sont pas des choses qui se font. Ça va faire un scandale. Il s'est enfui comme un gamin, la nuit, sans dire au revoir à personne. Il faut attendre demain et partir tranquillement comme si de rien n'était. Au revoir, cher Nicolas Grigorievitch. Au revoir, chère Claudia Alexandrovna. Merci, merci pour tout. Oui, oui, à Mogilev, une ville extrêmement belle à ce qu'on dit. Ma petite Zoé, que Dieu vous garde, ma jolie. Grandissez, amusez-vous. Allons, Grégoire, laisse-moi serrer ta main d'honnête homme. Valérie Andreevna, bonne chance, ne m'en veuillez pas trop. Non, ne m'en veuillez pas trop, c'est inutile, c'est stupide et déplacé. On dirait que je fais allusion à quelque chose. Sentant qu'il n'y avait pas le moindre espoir de trouver le sommeil, il descendit silencieusement de la véranda et décida de rejoindre la route de la gare et d'y parcourir 3 verstes pour s'éreinter. Mais une fois dans la cour, il s'arrêta. L'obscurité était chaude, le silence plein de douceur, le ciel blanc comme du lait à force d'innombrables et minuscules étoiles. Il fit quelques pas, s'arrêta encore et leva la tête. Un tapis d'étoiles s'élevait toujours plus profond dans le firmament, percé là-bas d'effrayantes ténèbres bleues et noires, béantes sur l'inconnu. Paix et silence, inintelligible et grandiose désert, vaine et vide beauté du monde, sainteté de la nuit, éternelle et muette. Et lui, tout seul en face, dans un abîme entre ciel et terre. Il se mit à prier le ciel en silence pour qu'on l'épargne, qu'on ait pitié de lui, et avec une joie amère il se sentait fondre dans l'univers, et déjà comme prêt à renoncer à soi, à son corps. Il s'efforça de contenir ses sentiments et regarda la maison. L'éclat des étoiles se reflétait, aplati dans les vitres noires des fenêtres, de sa fenêtre. Dortel est-elle étendue dans une paralysie hébétée où la pensée de Titov lui revient sans cesse? C'est bien son tour maintenant. Il contourna la maison, immense et imprécise dans la pénombre, gagna par la terrasse arrière une pelouse qui s'étendait de là jusqu'aux 2 rangées de sapins immobiles, au sommet pointé dans les étoiles, haut et noir, à en être effrayant, au pied desquels des lucioles avaient semé leurs lueurs fixes, jaunes et vertes. Là, sur la terrasse, il y avait comme une tache claire et floue. Il s'arrêta, scruta l'obscurité, et, soudain, sursauta de frayeur et de surprise. Une voix égale et inexpressive y avait doucement retenti. « Qu'est-ce que vous avez à vous promener la nuit ?» Stupéfait, il s'approcha et la distingua immédiatement. Installé dans le fauteuil à bascule, dans le vieux châle argenté dont tous les invités des Danilevski s'enveloppaient lorsqu'ils restaient passer la nuit. Décontenancé, il demanda à son tour. « Et vous, pourquoi ne dormez-vous pas ?» Elle ne répondit pas, et après un silence se leva, descendit vers lui sans bruit, arrangeant de l'épaule son châle qui tombait. « Allons faire un tour. » Il la suivit, marchant d'abord derrière elle, puis à ses côtés, dans l'allée obscure dont la sombre immobilité semblait dissimuler quelque chose. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ils étaient à nouveau seuls, ensemble dans cette allée, à cette heure, et à nouveau ce châle qui glissait sans cesse et dont les brins de soie lui piquaient le bout des doigts quand il le remontait sur ses épaules. Il réprima un spasme dans la gorge et dit « Pourquoi donc me torturez-vous ainsi? Pour quelle raison ?» Elle secoua la tête. « Je ne sais pas. Tais-toi. » Il s'enhardit et haussa la voix. « Oui, pourquoi? Pourquoi donc? Qu'avez-vous à... » Elle saisit sa main qui pendait et la serra. « Tais-toi. »« Valérie, je ne comprends rien. » Elle rejeta sa main, tourna la tête à gauche vers un sapin dont le large triangle de la menthe se découpait en noir au bout de l'allée. « Tu te souviens de cet endroit? C'est là que je t'ai embrassé pour la première fois. Je veux que tu m'y embrasses pour la dernière. » Elle passa rapidement sous les branches du sapin et d'un geste brusque jeta son châle par terre. « Viens !» Passé le dernier instant, elle le repoussa immédiatement d'une main brutale, pleine de dégoût, et resta ainsi étendue, reposant seulement ses genoux levés et écartés, et laissant glisser ses bras le long du corps. Il était couché de tout son long à côté d'elle, la joue serrée contre les aiguilles de pin où il versait des larmes brûlantes. Dans le silence figé de la nuit et des bois, la lune tardive rougissait au loin, comme un quartier de melon, immobile et basse sur le contour vague des champs. Dans sa chambre, les yeux gonflés de larmes, il regarda sa montre et fut effrayé. 2h moins 20. Faisant le moins de bruit possible, il sortit rapidement la bicyclette de la véranda.
et, silencieusement, la poussa en toute hâte à travers la cour. Passé le portail, il sauta sur la selle et le nez sur le guidon, se mit à pédaler comme un fou, rebondissant sur les nids de poules qui creusaient le sable de l'allée entre les deux rangées de troncs noirs et serrés qui couraient vers lui, défilant sur le ciel où l'aube allait poindre. « Je vais arriver trop tard !» Et il appuya encore plus furieusement sur les pédales, essuyant de son poignet la sueur de son front. Le rapide en provenance de Moscou traversa la gare sans s'arrêter, à 2h25. Il ne lui restait plus que quelques minutes. Soudain, dans la faible lueur de l'aube, semblable encore au crépuscule, il aperçut au bout de l'allée la bâtisse noire de la gare. C'était là! Il obliqua brusquement à gauche, le long de la voie ferrée, puis à droite, passa sous la barrière du passage à niveau, encore à gauche, entre les rails, rebondissant sur les traverses, à toute vitesse dans la pente, à la rencontre du vacarme et des lumières aveuglantes de la locomotive qui en surgit.